Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, nous parlons télétravail. Télétravail parce que le télétravail est devenu aujourd'hui une modalité de travail qui est de plus en plus courante. Pendant très très longtemps, les entreprises ont résisté au télétravail et depuis la pandémie et depuis le Covid, il a fallu trouver une solution. Et la solution était là depuis très longtemps, mais très peu pratiquée. Et d'un seul coup, en urgence, tout le monde s'est mis à travailler en télétravail. Alors, ça a été fait dans un contexte de forceps. Ça n'a pas toujours été fait dans la facilité. Ça n'a pas été toujours fait dans les meilleures conditions. Mais le résultat est assez impressionnant. Aujourd'hui, après la pandémie et les différentes crises de Covid qu'on a connues, le télétravail fait partie de notre vie professionnelle. Et c'est quelque chose qui n'est pas amené à disparaître, c'est quelque chose qui est amené à se généraliser. C'est pour ça que dans le cadre de ces proactifs et par rapport à tous les personnes qui travaillent, il faut qu'on se pose la question du télétravail. Qu'est-ce que le télétravail induit? Qu'est-ce qu'il génère? Et qu'est-ce qu'il modifie dans nos relations avec les autres, dans notre façon de travailler? Et comment est-ce qu'en tant que disciple de Christ, en tant que serviteur du Seigneur, comment est-ce qu'on peut continuer à être un témoin et à œuvrer avec toutes les valeurs de l'Évangile dans le cadre du télétravail? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses très différentes. Moi, c'est un sujet que je connais très très bien pour la simple raison de ma spécialité professionnelle, parce que depuis pratiquement 20 ans, je fais de la formation en ligne. Je suis ingénieure de formation digitale. Je crée des MOOC, des formations en ligne et tout ça. Donc, j'ai l'habitude de faire beaucoup de choses et de créer des communautés en ligne. Et donc, j'ai beaucoup l'expérience de cette attitude collaborative et de ces liens sociaux en ligne, etc. Et le télétravail, ça n'est pas de la formation, c'est du travail à distance, mais ça a beaucoup à voir avec toutes sortes d'activités qu'on peut avoir à distance. Ok, donc, premier petit tour de table. Selon vous, quelles sont les conséquences positives du télétravail? Peut-être vous pouvez me dire juste 2-3 mots. Qu'est-ce qui est difficile? Je vous écoute, hein. Vous pouvez ouvrir vos micros. Qu'est-ce qui est difficile, Anne-Marie, c'est ça? Oui, qu'est-ce qui est positif dans le télétravail et qu'est-ce qui est difficile? Le côté positif, je pense que c'est le fait de, comment dirais-je, par exemple, pour les gens qui font beaucoup de la route, se réveiller très tôt, prendre le métro, tout ça, etc. Je pense que le côté positif, c'est ça, et de s'organiser, même si on est quand même dans un cadre, dans le télétravail, il y a quand même un cadre, mais on peut quand même s'organiser d'une autre manière pour travailler. On travailler dans un autre contexte. On peut dire, bon, allez, je vais dans un espace coworking ou je suis dans mon jardin. Voilà. Il n'y a pas qu'une seule modalité de télétravail. Il y a beaucoup de modalités différentes. On peut travailler dans son jardin, voilà, etc. Donc, je trouve que ça, c'est pas mal. Le côté inconvénient, c'est que ça peut couper de la relation, comment dirais-je, je parle de relation humaine, mais physique, en présentiel. Oui. Isolement. Parce que, voilà, donc l'isolement, ça peut permettre à certaines personnes aussi le côté négatif. Je pense aussi au côté alimentaire, où certains vont grignoter plus. Ah, c'est intéressant. Prennent du poids, perdent le goût de s'habiller. Ah, je vais rester en pyjama aujourd'hui. Se négliger, en fait. Ouais, ça, c'est intéressant. Je reste en pyjama aujourd'hui et ça, c'est un vrai piège parce que moi qui suis à la maison depuis un certain temps, eh bien, je peux dire que c'est un réel combat et c'est une décision à prendre de s'habiller comme si on allait au bureau. Voilà. Il y a ça de positif et de négatif. Et puis aussi pour les personnes qui ont des enfants,
et qui parfois, comment dirais-je, sont disent, bon voilà, au lieu de mettre les enfants à la crèche comme ils ont l'habitude, etc., veulent garder les enfants avec eux et ils n'arrivent pas à travailler en fait. Ça Ouais, peut arriver. très bien. Nathalie, tu veux compléter ou tu valides tout ce qui a été dit? Oui, tout ce qui a été dit, je valide, hein. En tout cas, en positif, comme l'a dit, c'est l'environnement. On peut choisir son cadre, où est-ce qu'on veut travailler. On n'est pas obligé d'être à 5 ou à 6 dans un même bureau. Il y a Mhm. aussi le calme. Je sais que ça, c'est surtout, Oui, ça a été la remonté. facilitation pour la concentration, Voilà, oui. la concentration, surtout pour ça. Mhm. Et bon, après, le moins que je dirais, c'est savoir faire, mettre des frontières, la séparation entre la vie professionnelle et la vie familiale, la vie privée, puisque c'est vrai que quand, par exemple, bon, s'il y a l'ordinateur qui est dans la chambre à coucher avec le mari, et puis, ou bien c'est le mari ou la femme qui travaille jusqu'à 23 heures, ça empiète sur Tout la vie devient privée. compliqué, ouais. Voilà, donc même s'il y a des enfants, c'est au salon, l'enfant qui veut être avec sa maman, qui ne comprend pas que sa maman est en train de faire des dossiers jusqu'à 23 heures passées. Donc c'est cette séparation-là qui est un peu plus difficile, alors que sur site, en étant au bureau, une fois que c'est coupé, c'est coupé. Et puis à l'époque, on avait des ordinateurs fixes, on ne pouvait pas les transporter. Maintenant, tout est ordinateur portable, téléphone Mhm. portable, donc on transporte le travail partout. C'est Mhm. cette frontière qui manque. Mhm. Ok, ben merci C'est beaucoup. ça. Alors, Voilà. pour préparer cette conférence, cette web conférence, j'ai consulté beaucoup de rapports différents parce qu'il y a bien sûr le ministère du Travail qui a fait beaucoup de dossiers là-dessus. Ils ont établi un code du télétravail. Donc, je suis allée fouiller un peu tous ces retours d'expérience et aussi toutes les choses. Donc, il y a pas mal de choses que je vais vous dire qui viennent de ces différents rapports. Et en consultant ces différents rapports, voilà, les conséquences positives du télétravail, c'est, et ça peut-être vous ne l'avez pas pensé, mais ça a permis à bon nombre de personnes de repenser la place du travail dans leur vie. Quelle place je veux donner au travail dans ma vie? Et ça peut expliquer pas mal de choses de ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux défections qu'on voit dans la restauration, dans la médecine, vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent plus simplement travailler pour gagner un salaire, mais ils veulent aussi avoir une qualité de vie dans leur travail et avoir un travail qui fait sens. Ça, c'est intéressant. Les autres conséquences positives du télétravail, c'est rechercher l'équilibre, vie professionnelle, vie personnelle. Souvent, ça permet de mieux trouver l'équilibre parce que on est moins tiraillé, on peut faire face aux aléas de la vie d'une façon un peu plus souple. Parce que s'il y a un truc à déposer à la poste, ben, on peut y aller entre midi et 2, on peut se faire une pause, on est chez soi. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus souple. Moins de fatigue avec réduction des temps de transport, ça vous l'avez mentionné. Plus de concentration pour les tâches avec la possibilité d'isolement, ce qui fait que certains travailleurs aujourd'hui ont des stratégies de travail qui fait que quand ils sont au télétravail, ils bossent sur des dossiers complexes qui demandent de l'attention et quand ils sont en présentiel, eh ben, ils vont faire tout ce qui est plus social, plus relations, réunions d'équipe, etc. Et donc, une des choses positives du télétravail, c'est aussi plus de performance. Ils se sont rendus compte que le télétravail permettait d'avoir plus de performance dans la réalisation des tâches. Donc, ça a des côtés très positifs. Les principales difficultés du télétravail, c'est l'isolement. C'est pour ça que j'ai nommé cette conférence Liens sociaux et télétravail, parce que l'isolement, à long terme, c'est quelque chose qui mine énormément. Le manque de liens sociaux, le manque d'identité, le manque d'appartenance. L'entreprise, elle devient très, comment dire, ça devient un concept quelque part, quand on est tous dispatchés dans tous les coins de la planète à bosser ensemble.
le concept d'entreprise prend une autre tournure et devient beaucoup plus diffus. Et de se percevoir dedans comme étant une entité à part entière dans cette entreprise, ça devient plus compliqué. Alors, aussi une autre difficulté, c'est l'organisation du temps, avec une grande tendance à la procrastination, parce que oui, on ne s'habille pas, on retarde, on va chercher un truc dans le frigo, etc. Autre chose, c'est la fatigue des écrans, surcharge de sollicitations, parce qu'il y a des écrans partout, le téléphone, etc. partout, et le mélange des différentes sphères de la vie. Et comme tu disais, il n'y a plus le sas entre le bureau et la vie de famille, ce petit passage en train, en voiture ou en vélo qui faisait qu'on change d'univers, on change de planète, on change d'environnement et on ne ramène pas le boulot à la maison, alors que là, le boulot, il est à la maison. Donc ça, c'est pour poser le cadre. Alors, je vous passe bien sûr tous les choses qui sont légales. Je n'ai pas abordé ici les choses légales qui font ce que doit faire une entreprise pour mettre en place du télétravail, toutes les conventions collectives, le fait que l'entreprise doit s'assurer que vous avez une bonne connexion, que vous êtes bien équipé, que vous avez un coin spécifique pour vous, pour pouvoir le faire, qu'elle vous accorde toutes les choses que le Code du travail doit donner, etc. Donc, tout ça, je le passe de côté, mais ce sont des choses importantes et chaque entreprise aujourd'hui a sa convention collective pour le télétravail et c'est très important, si vous n'avez pas fait, que vous alliez voir ce que votre entreprise vous propose. OK. Mais maintenant, je me positionne beaucoup plus pour nous dans une posture de personne en télétravail. Alors, on a vu un petit peu tous les avantages et les aléas et les difficultés et les choses et les travers que ça peut susciter. Donc, ce que je vous propose pour la suite, c'est qu'on regarde trois domaines. Pour réussir dans le télétravail, qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut faire évoluer dans notre organisation individuelle? Si on est cadre ou dans le management, mais de toute façon, soit on est manager, soit on est managé. Donc, on a tous un avis là-dessus, sur comment doit évoluer le management qui nous encadre. Et puis, dans notre relation aux autres, parce que bien sûr, les autres, on ne les voit plus, ou en tout cas plus pareil, mais pourtant, ils existent et ils sont très importants. Donc, on va prendre ces 3 points, on va les regarder un petit peu, et puis on les abordera aussi, parce que nous sommes chrétiens et que nous voulons rayonner l'Évangile, on les prendra aussi d'un point de vue biblique, parce que c'est important qu'on puisse voir en quoi ça va modifier notre façon de travailler et notre façon de nous comporter aussi dans le cadre du travail. Vous êtes d'accord, on va faire ça? Alors, je vais faire assez court. On aurait pu bien sûr faire des petits groupes, etc. pour discuter de ça. Mais je vous propose qu'on aille et qu'on discute après que j'ai vu les points, pour qu'on puisse échanger là-dessus. Donc, le fait d'avoir déporté le travail dans nos lieux d'habitation ou sur des tiers-lieux de coworking, on n'est plus dans l'entreprise. Je reviens des États-Unis, juste une anecdote, mais je reviens des États-Unis. Et aux États-Unis, à Dallas, on va toujours voir les responsables d'une grande entreprise qui a, vous savez, ces tours comme à la Défense. Et dans cette tour, cette entreprise a au moins 10 étages, avec des gens partout, autour de Marguerite, dans des lieux où elles sont plusieurs par bureau. Enfin, vous voyez, c'est la fourmilière. OK ? Et là, le Covid est passé. Et la dernière fois que je suis allée, donc il y a de ça quelques mois, tous les étages étaient vides. Il restait à peu près sur les 10 étages 50 personnes seulement. Tout le reste étaient des personnes, ils n'avaient pas du tout vidé qui que ce soit, ils avaient limogé personne, mais tous les autres étaient en télétravail. Et ça fait une ambiance absolument incroyable. Et du coup, les responsables de l'entreprise, ils sont en train de repenser complètement leur entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être une entreprise?
alors que les gens ne se rencontrent plus dans un lieu physique. Et du coup, ils vont déménager, ils vont laisser tomber cette grande tour et les 10 étages qu'ils avaient. Ils vont aller sur un lieu beaucoup plus petit et restreint et ils vont faire de ce lieu un peu le quartier général de l'entreprise avec beaucoup moins de bureaux, mais ce lieu sera l'endroit où les différentes personnes qui ont besoin de se rencontrer physiquement pour pouvoir continuer à travailler ou faire avancer un dossier, pourront venir. Et ils vont garder aussi quelques services administratifs ici d'une façon un peu plus précise aussi. Mais voilà, ça va juste devenir un point d'appui. Mais l'ensemble de l'entreprise aujourd'hui, elle est complètement délocalisée. Et ça les oblige à repenser absolument tout sur la façon de s'organiser, sur les process, sur le management et même sur ce que c'est qu'être une entreprise. Et c'était complètement futuriste pour moi parce qu'on ne se rend pas encore compte en France. Je ne pense pas qu'on en est encore à ce niveau-là, mais ça va venir et on va être là. Donc, c'est important que les travailleurs de l'an 2025, ça va être les travailleurs de cette entreprise à Dallas que j'ai vue là il y a 2 mois. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire et comment on va vivre notre ministère de chrétiens au travail dans ce type d'organisation du travail et d'entreprise? Je pense que la question mérite vraiment d'être posée. Alors, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des changements à 3 niveaux, donc les 3 niveaux que je vous ai mentionnés au préalable. Donc, d'abord, au niveau personnel. Le télétravail crée de l'autonomie. C'est moi qui décide, plus ou moins, parce qu'on essaye quand même de mettre des règles avec des horaires, etc. Mais quand même, quand je suis en télétravail, je suis quand même beaucoup plus autonome que quand je suis en poste dans l'entreprise et dans le bureau. Mais qui dit autonomie, donc liberté, ça dit aussi responsabilisation. Et ça, c'est un mot important. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie de la prise de risque et de la prise de responsabilité qui est différée à la personne en télétravail. C'est pareil pour moi pendant que j'exerçais mon métier de formateur en ligne. Quand on suit une formation en ligne et que tout est sur le site, etc., l'apprenant, il ne va pas dans la classe, il ne suit pas des classes virtuelles tous les matins de 8h à midi et de 14 à 17. Il a tous les contenus en ligne, disponibles, avec des exercices à faire, un rythme, etc. Et bien sûr, des points réguliers avec les tuteurs et les formateurs. Mais l'apprenant en ligne, s'il ne se prend pas par la main, s'il ne se responsabilise pas, pour se donner un calendrier personnel de travail avec des objectifs pour chaque semaine, etc., qu'on lui dit, qu'on lui donne, bien sûr. Mais s'il ne se met pas en route pour le faire, eh ben, il n'arrivera nulle part et il n'apprendra pas. Et c'est exactement le même principe qui est en train de se passer au niveau du travail et du télétravail. Donc, comment on vit ça? Eh ben, on vit ça avec une vraie discipline, mais une discipline personnelle sur la gestion de son temps. Les gens un peu bazars par rapport à la gestion de leur temps, ils vont avoir beaucoup de mal parce qu'il faut beaucoup plus de discipline et de motivation. Il faut aussi beaucoup plus de motivation intrinsèque, de motivation personnelle pour pouvoir tenir sur la durée. Il faut plus d'organisation. Par exemple, un lieu dédié, bien équipé. Normalement, l'entreprise doit vous le fournir et s'assurer que vous êtes à peu près OK. Elle doit vous donner des fonds même pour vous équiper, vous donner tous les logiciels qu'il faut, etc., voire même un bon siège, etc., etc., normalement. Mais il faut aussi des compétences sociales et humaines renforcées. Ce que je me suis rendu compte en faisant de la formation en ligne, c'est que les étudiants et les apprenants qui réussissaient le mieux, ce n'est pas ceux qui s'isolaient et qui n'étaient que très peu là pour demander de l'aide aux tuteurs en ligne, aux gens, aux rendez-vous qu'on faisait très régulièrement pour pouvoir les accompagner. Ceux-là, on les perdait très vite. Et ces gens-là ne réussissaient pas. Par contre, ceux qui avaient des compétences sociales et humaines
renforcés, ceux-là réussissaient. Ceux qui étaient prêts à aider les autres, ceux qui donnaient des rendez-vous aux autres apprenants, tous les X fois pour parler, pour approfondir un cours, etc. Ceux qui n'hésitaient pas à venir chercher le tuteur, ceux qui, vous voyez, ceux qui ont ces compétences-là, à la fois pour eux-mêmes, mais aussi pour prendre soin des autres, c'est ceux-là qui réussissaient. Vous en pensez quoi de ce point-là, de ce premier point au niveau personnel? Est-ce que ça fait écho pour vous, ce genre de choses? Vous vous dites, ça me parle, ça parle de ce que je vis ou de ce que je découvre? Alors, pour le management, par contre, ça change tout. Et ça change, et c'est très, très dur. Alors, j'ai eu beaucoup d'expériences de personnes qui ont vécu la première période de télétravail, la première vague Covid, et qui souffraient vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des managers sur le dos tout le temps, qui étaient sans arrêt en train de tout contrôler et qui leur donnaient des tâches de ouf à faire. Parce que les managers qui sont dans le contrôle, qui sont dans une posture de contrôle, ne peuvent pas survivre dans le télétravail. Parce que c'est juste pas possible. Et ils rendent fous les personnes en télétravail s'ils restent dans cette posture de contrôle. Donc, ça demande une vraie adaptation de la part au manager. Et de passer d'un management de contrôle à un management de responsabilité par projet. Peu importe le nombre d'heures que tu passes, ce qui compte, c'est qu'au bout du bout, cette tâche-là soit accomplie. Et du coup, ils doivent apprendre à faire confiance et à déléguer. Et ce n'est pas toujours facile pour un manager. Donc, je pense que pour les managers, c'est probablement beaucoup plus dur que pour les autres. Après, c'est eux aussi qui ont la charge de trouver les bons outils pour que les personnes puissent réellement travailler en sécurité, travailler efficacement, que les connexions, etc., tout ça soit OK. Et puis, ils doivent mettre en place des processus de régulation efficaces. Et ces processus de régulation, c'est-à-dire des modalités de travail, des heures de départ, des heures d'arrivée, des rendez-vous symboliques où on vient, où on se dit bonjour, où on échange des infos, où on fait des réunions de travail, etc. Il faut qu'ils apprennent à créer cette communauté, cette entité en ligne qui est vraiment fonctionnelle, qui est vraiment une communauté, mais en même temps qui fonctionne autrement. Et généralement, les managers, ce n'est pas les plus doués avec tout ce qui est Internet et outils sociaux. Et donc, parfois, ils ont du mal parce qu'ils s'aperçoivent que ils ne sont pas les leaders sur ces terrains-là. Et ce n'est pas quelque chose qui rassure, quoi. Parfois, ils sont obligés aussi montrer un petit peu leur vulnérabilité et d'être humbles, ce qui n'est pas forcément facile. Très bien. Ouais, juste un petit témoignage. Là, je m'immisce un peu dans ta présentation. Là. Donc, moi, je travaille dans un grand groupe énergétique français dans lequel il était pratiquement inconcevable de faire du télétravail. Et donc, je crois que c'était 17 mars 2020, eh bien, on a reçu l'ordre de partir tous à sa maison avec son ordinateur, prendre quelques écrans, des choses comme ça. Et puis, voilà, donc on est parti en télétravail sans aucune préparation. Et donc, moi, en tant que manager, avec mon collègue, on se pose la question, on dit, mais qu'est-ce qu'on va leur demander de faire? Parce qu'en fait, on a un métier très opérationnel. Je suis dans un centre de supervision, donc au réseau de transport d'électricité. Je suis dans un centre de supervision télécom. Et donc, c'est une activité très opérationnelle, très sur site, en fait. Et donc, on est parti avec des idées. Et puis, finalement, chaque salarié, alors, il faut savoir qu'on a une équipe de 15 personnes, mais ce sont des salariés, ce sont de la haute maîtrise et des cadres. Donc, ce sont des gens, je veux dire,
un minimum d'autonomie, quoi. Et chacun partit chez lui et a fait des activités et en fait a produit des trucs qu'on n'imaginait même pas. Et, et c'est vrai qu'en tant que manager, c'est un petit peu perturbant parce qu'en fait, ils sont partis, ils ont fait des choses qu'ils avaient à faire, ils se sont rendus compte et on a à peine eu besoin de les contrôler. Enfin, j'aime pas ce mot-là, hein, contrôler, mais on a à peine eu besoin de leur demander ce qu'il y avait à faire, quoi. Naturellement, il y a des choses qui se sont faites. On avait créé un groupe WhatsApp et il faisait très beau en premier confinement. Et dans le groupe WhatsApp, il y en a qui montraient le midi, prenaient l'apéro, ils faisaient barbecue, tout ça. On sentait que, bon, voilà, c'était midi, au lieu de prendre 45 minutes, ils prenaient 1h30. Mais... D'accord. Et le boulot se faisait. La mission était faite. Ouais. Et donc, le travail, enfin, une certaine forme d'activité a pu être comblée, quoi, parce qu'il y avait un déficit sur certaines activités en étant présentiel. Donc, le télétravail a ouvert la porte pour faire certaines activités. Et aujourd'hui, on les envoie, enfin, on leur demande parfois de faire du télétravail parce que certaines activités nécessitent du calme, du retrait, enfin, pas de perturbation dans le cadre professionnel. Donc aujourd'hui, il y a une certaine maturité et du coup, le télétravail est à comprendre de plus en plus aujourd'hui, 70% ou plus même des gens qui font du télétravail sont dans une posture hybride, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que du télétravail. Et du coup, aujourd'hui, dans ces situations hybrides, l'objectif, c'est d'essayer de tirer parti du meilleur des deux situations. Et de vraiment chercher, comme dans la formation en ligne en fait, de vraiment chercher qu'est-ce qui peut être fait quand on est seul et dans quelles conditions on peut le faire, comment on peut l'accompagner à distance pour que ça puisse être agréable et garder le lien, et puis qu'est-ce qu'on privilégie quand on est ensemble, quelles sont les choses uniques et spécifiques qui sont à conserver pour les temps ensemble. Et donc, c'est devenu le travail hybride. Ouais. Oui, c'est ça. Je pense qu'on ne peut pas concevoir du télétravail 100%. Donc, nous, on est parti sur un rythme de 2 jours, enfin, entre 0 et 2 jours par semaine, sachant qu'il y en a qui n'acceptent pas le télétravail, qui ne sont pas bien. C'est peu. Donc, 2 jours par semaine, c'est peu. La moyenne nationale, on a 3, voire 4 jours. Et du coup, vous voyez, nous, on est à 2 et c'est moi qui gère le planning de l'équipe. Des fois, c'est 0 parce qu'il n'y a pas possibilité. Ça dépend aussi, bien sûr, de l'activité. Ça dépend de l'activité. Bien sûr. Très bien. Au niveau personnel, donc on l'a vu. Pour le manager, merci, on l'a vu. Et puis pour les relations entre collègues, en fait, quand on est dans beaucoup de télétravail, et c'était le cas dans le Covid vague 1, eh ben, on faisait des apéros en ligne, comme tu disais et tout, parce qu'on avait juste besoin de se sentir, de se voir, de se dire qu'on appartenait toujours. Mais la différence principale, c'est que, comme je vous l'ai dit plus haut, il faut avoir des compétences sociales. Eh ben, ici, ça c'est encore plus important. Il faut garder le lien avec ses collègues, il faut se parler. Et le maître mot, là encore, c'est responsabilité, prendre l'initiative. Et comment prendre l'initiative? Il faut mettre en place des routines et un système d'alerte. Regardez ce qui se passe. Alors, parce que, en fait, les personnes qui sont en situation de télétravail depuis longtemps ou de façon intense, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y a des risques de détresse psychologique qui sont renforcés. Et il y a une augmentation de 1/3 des salariés qui est en risque de dépression et 10% d'entre eux est en burn-out. Ça, c'est étonnant, mais c'est dans les rapports que j'ai lus. Et en fait, on croit que ça rend la vie plus équilibrée, mais ce qui crée ça, c'est l'amplitude des horaires. Tout à l'heure, Nathalie nous disait, oui, si je suis dans le salon et je suis encore en train, ou dans la chambre à coucher, et que je suis encore en train de travailler sur mes dossiers à 23 heures, on a envie de lui dire, que fais-tu sur tes dossiers à 23 heures? Tu vois l'amplitude des horaires. Parce que la séparation
travail, vie personnelle, tout s'imbrique à tout moment. Et il y a aussi peut-être un sentiment de culpabilité qui peut se dégager parce que dans la journée, on n'a pas été trop efficace, parce que l'enfant était là, ou parce qu'on a pris du temps pour aller faire une course ou faire un truc. Et du coup, on rattrape. Et vous voyez, c'est compliqué. Après, des conditions de travail dégradées à cause de l'environnement, à cause de l'équipement, ça existe malheureusement. L'isolement est une vraie cause de burn-out et de dépression parce qu'il faut aller chercher la motivation, non pas dans la copine ou la collègue du travail ou etc., qui vient te faire un petit coucou, etc. Là, tu n'as personne le matin pour démarrer et tu es juste face à toi-même et face à ton écran et il faut aller chercher cette énergie pour le faire. La perte de réalité et la monotonie des tâches, ça aussi, c'est vraiment des dangers. Et aussi les difficultés à se déconnecter parce qu'on est partout connecté et il faut pouvoir se déconnecter et faire des silos où on est dans des contextes différents. Donc, les risques de détresse psychologique sont vraiment renforcés. Alors, ici, je vous ai mis une petite slide. Les risques psychosociaux, là, les risques psychologiques, ont des répercussions organisationnelles et économiques, absentéisme, turnover, augmentation des accidents de travail, dégradation du climat social, etc. Et comme je le redis, hein, c'est ce que l'on observe aujourd'hui dans pas mal de situations sociales dans lesquelles on se trouve. On voit des secteurs qui sont vraiment chahutés, avec des gens qui ne veulent plus travailler, même si on augmente le salaire, ils ne veulent plus être là. Donc, vous voyez, ça re-questionne vraiment beaucoup de choses. Les facteurs de risque induits par le télétravail, environnement de travail, isolement, stress, addiction. Si vous avez tendance à la boulimie et que vous êtes chez vous, ça ne va pas arranger les choses, vous voyez. Les relations de travail, réduction des interactions, accroissement de l'autonomie, réduction de la visibilité. Et au niveau de l'exécution du travail aussi, ils se sont rendus compte qu'il pouvait y avoir des surcharges de travail, des difficultés à s'autogérer, de la porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc ça, c'est ce que le rapport disait et j'ai fait juste une petite photo. Bien. Donc, pour nous chrétiens, comment est-ce qu'on va faire pour vivre ça et pour quand même continuer à porter le flambeau, à être témoin et concevoir notre ministère au travail dans ce contexte différent? C'est vraiment la question que je me suis posée. Alors, ça, c'est une slide importante parce que quelle est notre mission en tant que chrétien dans le travail? Notre mission, elle est double. C'est une mission de prêtre en tant que chrétien. On est prêtre, on est ambassadeur. Et quelle est la fonction du prêtre et de l'ambassadeur? La première mission du prêtre et de l'ambassadeur, c'est de représenter Dieu parmi les hommes. Là où je suis Dieu présent parmi les hommes. Et je dois amener avec moi quelque chose de Dieu dans mes relations, dans ma façon de travailler. Et donc, les tâches principales de cette mission, c'est travailler comme une louange à Dieu, être un messager de paix et adopter une attitude de service. OK. Donc, la première, c'est rémanent, Dieu présent à travers moi dans mon univers de travail. Mais comment je fais ça quand je ne suis pas présente dans mon lieu de travail, que je suis à distance de mon lieu de travail? Vous voyez, ça quand même, ça pose, comment est-ce que je peux être présent aux autres quand je suis absent et à distance? Et la deuxième mission du prêtre et de l'ambassadeur, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu. Donc tout ça, bien sûr, on peut l'étudier, on peut le voir, mais comment ça peut se vivre en télétravail? Alors, j'y ai pas mal réfléchi, et là, ce n'était pas dans les rapports du gouvernement que je l'ai trouvé, hein, et je vous propose même un certain nombre de versets qu'on pourrait aller chercher aussi.
pour parler un peu de ça. Mais la mission numéro 1, représenter Dieu parmi les hommes. Comment est-ce qu'on représente Dieu parmi les hommes? En développant un comportement, être, faire, dire, qui reflète la présence de Dieu en nous, qui soit à son image. Donc là, je dirais que pour ça, la première tâche et la tâche globale de tout ça, c'est veiller à mon comportement, à la façon dont je travaille, à la raison pour laquelle je travaille et à la façon dont je vais travailler. La ponctualité, la qualité du travail, vous voyez toutes ces choses qui font que mon travail ne sera pas dégradé parce que je suis à distance. Donc, ça va demander un certain nombre de disciplines. Après, la deuxième mission, réconcilier les hommes avec Dieu. Ça va nécessiter de communiquer avec les collègues, de rester présent malgré la distance, de rester présent dans la distance, de rester connecté aux gens et de s'intéresser à eux et d'aimer les personnes malgré la distance. Romains 13, 1, 10 est très fort là-dessus. Ça parle de l'amour. Alors bien sûr, de l'amour quand on est ensemble, mais nous, il faut qu'on apprenne à vivre l'amour malgré la distance. Et à aussi s'occuper des risques psychosociaux dont on a parlé le coup d'avant. Parce que mes collègues en ligne peuvent être dans ces travers qu'on a vus, hein, de procrastination, etc., de dévalorisation personnelle, d'isolement, etc. Et donc, il faut qu'on puisse être une main secourable pour ces gens-là. Et les laisser, elles aussi, nous secourir, parce que c'est pas dit que nous, on n'en ait pas besoin aussi d'être secourus. Ça, je suis d'accord. Donc, vous voyez, c'est comme avant, mais plus que comme avant, en fait. Ça demande plus d'attention, plus d'intentionnalité dans tout ce que l'on va faire. Donc, là, ce serait intéressant qu'on se pose la question de comment est-ce que mon comportement peut-il être à la gloire de Dieu? Pour mon manager, pour mes collègues, mon comportement dans le travail. J'ai essayé de relever un certain nombre de choses qui posent problème quand on travaille à distance et qu'on n'est pas là. Parce que quand on est là et qu'on change de bureau et qu'on rentre dans le bureau du collègue d'à côté et qu'on lui dit « Écoute, j'ai besoin de tel dossier. J'ai toujours pas reçu ce truc-là. S'il te plaît, donne-le-moi pour que je puisse avancer. » Généralement, si vous insistez un petit peu, parce que la personne elle va vouloir vous quitter son bureau, elle va vous le donner, le dossier. Mais quand on est en ligne et qu'on ne peut pas taper à la porte comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens ne répondent pas au courrier, qu'ils mettent des plombes avant de vous répondre quoi que ce soit, qu'on n'obtient pas les choses, ou que quand les choses sont données, elles sont mal données, ou qu'elles sont incomplètes, qu'elles sont imparfaites. Vous voyez? Et tout ça, ça crée énormément de frustration et de non-qualité. OK? Donc, si je veux, moi, être un représentant dans mon comportement de Dieu pour mes collègues, à quoi je vais faire attention? Eh bien, je vais faire attention à tous ces petits détails. Et je vais veiller à ce que les décisions attendues soient prises, que les courriers auxquels je dois répondre soient répondus, que les choses promises soient livrées, que voilà, la non-réactivité, c'est-à-dire je suis là, je montre que je suis présent. Je fais attention à la qualité du travail rendu et on va voir ça tout à l'heure à propos des échanges. Alors la qualité du travail rendu, si vous devez faire un rapport, si vous devez présenter un document, bon,
vous allez le faire le mieux possible, bien sûr, parce que c'est toujours beaucoup plus compliqué de travailler à distance et de faire des allers-retours. On peut toujours, bien sûr, travailler sur des dossiers communs, etc., avec des notes, avec des trucs pour pouvoir travailler à plusieurs mains dessus. Mais vous voyez que ça demande quand même plus de soins, plus d'attention, parce que c'est plus difficilement récupérable, quoi. Ça demande plus d'énergie de le récupérer. Une autre chose qui peut créer vraiment beaucoup de problèmes, c'est la confusion dans les responsabilités de chacun. Comme on n'est pas les uns à côté des autres et qu'on va peut-être mal comprendre ce que les uns et les autres doivent faire, la probabilité qu'on fasse plusieurs fois la même chose ou qu'on passe juste à côté de la chose à faire que personne ne va faire, vous voyez, ça demande une beaucoup plus grande organisation et supervision. Les objectifs confus ou changeants dont on n'a pas eu connaissance, parce que souvent, à la machine à café, on discute, on parle, voilà. Ah ouais, tiens, c'est ça qui n'est pas fait. Ah ouais, d'accord, ok. Là, tout ça, ces moments-là, ces moments informels de la vie professionnelle, qui sont tellement importants, n'existent plus ou très peu. Donc, ça peut créer vraiment un vide. Aussi, ce qui peut manquer, c'est l'absence d'un plan de travail journalier avec des tâches précises. L'absence de créneaux où je suis attendue. Donc, ça veut dire qu'il va falloir créer des routines, créer des processus. Et puis, ce qui peut poser problème, c'est l'environnement familial. Tout à l'heure, quelqu'un disait, voilà, parce que je suis en télétravail, je ne vais plus mettre mon enfant à la crèche, comme ça je vais faire des économies. Mais en ne mettant pas l'enfant à la crèche, eh ben, les conditions de travail sont un peu dégradées. Et l'attention est moins bonne, et du coup, vous voyez les choses qui peuvent être là. Donc, comment être un élément positif et faire que la qualité de mon travail soit pas aussi bonne qu'au travail, mais j'allais dire meilleure. Ça demande une exigence plus grande. C'est mon observation. Après, pour l'autre côté, pour l'autre mission, comment écouter à distance, plus de communication. Mais l'idée là, c'est comment me faire entendre, mais surtout comment écouter à distance. Comment écouter? Parce qu'on n'écoute pas que quand on est en visio. Parce que sinon, ça voudrait dire, alors, il y a des gens qui font du télétravail et qui le conçoivent comme étant, et c'est des gens qui sortent de là éreintés, lessivés, parce qu'en fait, pour eux, télétravail veut dire 8 heures de visio. C'est juste terrible, parce que c'est épuisant la visio. On ne peut pas passer 8 heures en visio pendant une journée puis recommencer le lendemain. Donc, il faut apprendre à travailler seul, mais entre-temps, établir des rythmes réguliers, ciblés et courts pour se retrouver, pour faire des points, et faire des points différents. Ça peut être des points juste pour se répartir les tâches. Ça peut être des points de compte rendu. Ben, j'ai bossé ça, tiens, on se fait un petit point vite fait, un petit quart d'heure, hop, pour en discuter. Ça peut être aussi des points qui sont juste les points informels de se dire « Coucou, je suis là ». Le petit point social. Juste, vous savez, on est grégaire, on a besoin de quelque part un peu se renifler, de sentir appartenir à la meute. Eh bien, ces petits points-là, ils sont importants. OK ? Et puis, on ne va pas communiquer qu'avec la visio, on va communiquer avec plein d'autres choses. Quelqu'un tout à l'heure a parlé d'un WhatsApp. Il y a plein d'outils qui sont synchrones, mais il y a aussi plein d'outils asynchrones. Et bien sûr, les chats comme ça, comme le WhatsApp et d'autres, sont importants, mais il y a aussi tous les outils asynchrones, les Slack, et les messages, etc. Et donc, toute cette communication qu'on fait là, eh ben, il va falloir y prêter une attention particulière et donc soigner sa communication. Ça, je pense que c'est quelque chose de très, très important, de soigner sa communication. Donc, on va devoir apprendre à faire de la visio et on va surtout apprendre, et c'est là, c'est plus compliqué, je trouve, d'apprendre à faire des mails et des textos, etc. et apprendre à les rédiger d'une façon très, très précise. Parce que l'humour, ça ne marche pas, difficilement, quand on fait des mails. Et je vais vous en parler. Comment est-ce qu'on fait des mails?
façon positive, eh ben, il faut rester factuel, positif, encourageant. Alors, par exemple, alors là, je pourrais vous donner plus de choses là-dessus, mais sur les mails, parce que dans les rapports, je pourrais vous donner les rapports sur lesquels j'ai vu ça. Mais les mails, c'est très important, un mail. Et quand vous écrivez un mail, il ne faut pas l'écrire pour vous, il faut l'écrire pour la personne qui va le recevoir. Donc, il faut lui donner les éléments dont elle a besoin pour comprendre ce que vous voulez lui dire et qu'elle puisse entrer dans votre perspective. C'est-à-dire, si vous livrez un rapport, alors ça dépend quelle est la relation que vous avez avec elle, mais, et puis la façon dont le truc a été suivi ou pas, mais il faut vraiment prendre le temps de bien rédiger les choses. Et donc, un bon conseil, c'est d'être factuel, d'être positif, d'être encourageant. Donc ça, c'est 3 qualités importantes. Mais quand vous écrivez un mail, écrivez-le et surtout, avant de l'envoyer, relisez-vous. Relisez-vous, mais relisez-vous, corrigez les fautes, etc. Tout ça, c'est bien. Mais surtout, relisez-vous en vous mettant dans la peau de celui qui va vous lire, avec sa propre appréhension du sujet, ce qu'elle en connaît, ce qu'elle n'en connaît pas, ce qu'elle a besoin de savoir. Vous allez vous relire et vous allez voir si vous êtes juste assez factuel et assez explicite. Donc, c'est vraiment important. Une autre chose aussi que j'ai trouvée dans pas mal de différents points, c'est au niveau de l'organisation de son temps, c'est de ne pas bourrer ses journées avec des tâches tout le temps, mais de se garder 20% de son temps un petit peu disponible pour pouvoir écouter et rester disponible pour les collègues qui en auraient besoin ou quelque chose qu'on perçoit. Et voilà, il faut avoir ce temps qui ne va pas être forcément planifié, c'est de 11h30 à midi, non, ça peut être quand ça tombe, mais avoir un peu cette souplesse dans l'emploi de son temps qui va nous rendre plus disponibles pour nos collègues. Une vraie discipline, et c'est vraiment important. Donc, en résumé, et c'est la dernière slide que je vous propose, donc il y a des choses qui changent dans ma posture de travail. Je vais avoir plus d'autonomie, mais plus d'autonomie, ça veut dire plus de responsabilisation et donc plus de redevabilité. Je dois rendre des comptes. Je dois me prendre en charge et de pouvoir rendre des comptes sur ce que je fais. Donc, les processus de contrôle, etc., mais plus de redevabilité, plus de responsabilité. Et dans ma relation aux autres, parce que je vis plus d'isolement, il faut que j'aille vers plus de proactivité dans ma relation aux autres. Et il faut que j'aille vers plus de soft skills sociaux, c'est-à-dire savoir écouter, savoir être encourageant, savoir m'exprimer, savoir travailler en équipe, savoir déléguer, toutes ces choses qui sont de l'ordre du comportement et dans la relation aux autres. Voilà. J'ai fini ma présentation et je vous laisse un petit peu réagir. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Ou est-ce que ça fait écho? Est-ce que... Voilà, je vous laisse un petit peu réagir. Alors moi, pour ma part, je pense, oui, ça fait écho par rapport au télétravail que je fais en ce moment. Aussi bien, comme on a vu tout à l'heure, le niveau personnel, le niveau management et l'autre niveau, je ne l'ai plus en tête. Les oui, relations entre les collègues. Voilà. Oui, ça fait vraiment écho. Et c'est vrai que le défi, c'est surtout ce côté social. C'est vrai que quand on est dans le télétravail, le plus on se dit qu'on va être plus performant, on est isolé, mais en même temps, il ne faut pas perdre les relations humaines. Moi, je pense que ça, c'est un défi au quotidien et aussi bien pour le management, c'est vraiment cette affaire de contrôle parce que même les mails,
la manière, même si on ne parle pas, la tonation dans les mails, dans les messages, fait qu'on peut braquer un collègue. Et des fois, il y a des non-dits, des incompréhensions, alors que quand on l'appelle, ça décante, on va dire, la situation se décante, puisqu'en fait, la personne explique qu'elle n'avait pas bien compris le message et qu'elle n'avait pas bien perçu. Et c'est vrai que je pense que on fait le télétravail, mais d'un autre côté, il faut qu'on puisse aussi acquérir cette compétence de l'écriture. Exactement, beaucoup plus de soft skills, de ces compétences comportementales dont on a besoin, plus de sensibilité aux autres, plus d'empathie, plus d'écoute, aussi la capacité à choisir le bon média dans nos échanges avec les autres. Il y a des moments où c'est bien le téléphone, puis d'autres moments où c'est pas bien. Des moments, un mail, ça sera mieux, mais il faut avoir le discernement de choisir quand, faire quoi, etc. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Nathalie. Et vous voyez que, pour la portée de notre témoignage, et là, je te pose aussi la question, Patricia, parce que vous voyez que le fait qu'on passe de plus en plus dans le télétravail massif, donc dans cette structure-là, ça pose quand même un défi particulier pour notre témoignage et notre présence au monde en tant que chrétien dans le monde du travail. Parce que je crois que franchement, j'ai la conviction que si les chrétiens ne prennent pas ça un petit peu au sérieux en le pensant d'une façon consciente, ils vont passer à côté de beaucoup de choses et la présence des chrétiens dans le monde du travail va partir en déliquescence parce qu'ils vont disparaître. C'est facile de disparaître quand on est en distance, de juste se fondre. Moi, j'avais des étudiants, parce que j'étais responsable d'un master en ligne, et il y avait dans une année de cours, donc de octobre à juin, on se voyait en tout et pour tout 3 fois. 3 fois, une première fois 2 jours, une autre fois 2 jours, et le dernier jour où on se voyait, c'était pour la soutenance du mémoire. Donc, vous voyez, c'était très, très peu. Et il y a des personnes qu'on ne voyait qu'à ces moments-là. Et même des fois qu'on ne voyait pas à la fin, parce que généralement, ceux qu'on ne voyait jamais, ils ne finissaient pas et ils ne venaient pas soutenir. Donc, les gens peuvent vraiment disparaître. Ceux qui n'ont pas ces compétences-là, sociales, ces compétences comportementales, ils peuvent juste disparaître, se volatiliser. Et moi, je vois vraiment le danger pour les chrétiens qui, en tant que chrétiens dans le monde du travail, ne sont pas tellement visibles. Mais là, pour le coup, c'est pour ça que ce sujet m'intéresse. Je pense que si on ne prend pas le taureau par les cornes et on n'en fait pas un sujet de prière et qu'on n'aide pas les chrétiens à prendre conscience de ce danger que ça représente, les chrétiens vont complètement disparaître de la sphère professionnelle. Ils vont être encore moins visibles dans leurs caractéristiques de chrétiens, bien sûr. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi, Anne-Marie. Et pour beaucoup, ça les arrange parce que déjà, ils n'ont pas l'attitude du royaume au travail et ce comportement-là par le télétravail, pour eux, c'est comme ils vont être dans une tour d'ivoire et puis et prendre ça comme une sorte de protection. Or, le danger de ça, c'est que par rapport à ce que nous dit la parole, à ce que nous dit le Seigneur, alors je ne sais plus quel verset que c'est, parce que le faire aiguise le faire. Et quand on est en télétravail, exactement, il n'y a pas de faire qui aiguise le faire parce que on a une autre façon de communiquer. Mais oui, on est dans l'évitement. On est dans l'évitement des relations conflictuelles. On est dans... Exactement. Et c'est pas bon parce que nous, on le vit. Enfin, on le vit. On a notre fille aînée qui est en télétravail.
Et depuis qu'elle est en télétravail, je trouve que c'est beaucoup renfermé. Oui, oui, bah, c'est ce qu'on a vu. Hein, je vous ai montré Elle est en la slide sur les télétravail risques. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, Ouais. tout le Et temps. les risques psychosociaux, tu as vu, hein, c'était quand même assez dévastateur sur les risques psychosociaux de dépression, de burn-out, de perte de sens, de sa valeur, etc. Parce que oui, ne jamais rencontrer les autres, c'est... Voilà. Et en fait, et puis en étant comme ça, on commence par avoir peur des autres et à se renfermer parce que la moindre petite chose, parce que ça fait 2 ans quand même qu'elle est en télétravail, donc tout ce qui ne va pas forcément, ben, ce sera la force de l'autre parce que quand je suis toute seule, voilà, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de cette communication de B2B en fait. Et ça, moi, je trouve que c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Et tout à l'heure, j'ai parlé de poids. En plus, elle mange beaucoup à n'importe quelle heure. Donc, elle a grossi. Oui. Et ce qui fait que je me dis, mais ce côté-là, dans le télétravail, c'est dangereux, en fait. Oui. Et puis, on n'est pas vu par les autres. Donc, quelque part, on n'est pas vu. Et je pense que pour les femmes, c'est encore plus important. On n'est pas regardé par les autres. Et du coup, l'injonction de prendre soin de son corps qui diminue aussi parce qu'on va se négliger, on va moins bien s'habiller, voilà quoi. Tu vois? Alors que quand tu vas au travail le matin, ben voilà, tu te pomponnes, tu te mets un joli truc, tu vas prendre le train, tu vas aller, c'est un rendez-vous social quoi. Et tu vas pas au boulot, tu prends soin de toi, quoi. Et là, Oui, ça disparaît aussi. oui, parce que quand on regarde bien par rapport à Dieu lui-même, Dieu, c'est la Trinité, ils sont en relation, tous les trois, ils ne font qu'un, parce que Dieu nous a créés pour qu'on soit en relation avec l'autre, en relation totale avec l'autre. L'homme n'est que ça, en relation. Et oui. Donc, cette relation-là, si elle est, surtout au niveau des chrétiens, si elle est, comme tu dis, on ne comprend pas ça, on ne prie pas, mais prier, c'est une chose, mais après agir, comme toi, tu fais avec ces proactifs, aller parler de cela dans les églises, il faut que les pasteurs vraiment t'ouvrent les portes pour pouvoir parler de ça. Mais le télétravail, je pense que c'est un vrai sujet. Un vrai sujet. Parce qu'il y a beaucoup de côtés pernicieux et il y a beaucoup de côtés qui vont qui vont rendre les chrétiens encore moins visibles. Et donc l'impact des chrétiens. Tout à fait. On a un exemple, par exemple, c'est pas le télétravail, mais on peut rapporter ça au télétravail. C'est aussi de façon visuelle. C'est le fait, pendant le fait du confinement, où beaucoup d'enfants de Dieu eh bien, sont restés, les cultes étaient faits sur le digital, gloire à Dieu, mais énormément ne sont toujours pas retournés dans leur église. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah, mais ce qui est aussi, c'est ça. Oui, ce qui se passe avec la formation se passe maintenant avec le télétravail et ça se passe aussi dans l'Église parce que l'Église devient de plus en plus virtuelle. Oui. Voilà, il y a un danger à ça. Il y a un vrai danger. D'où l'importance de prendre plus, vous voyez, plus de responsabilité et plus de proactivité, c'est-à-dire s'assumer, comprendre les enjeux et du coup dire « Ok, ça demande plus de vigilance et plus de proactivité. » Moi. Et si les gens ne le vivent pas, s'ils n'ont pas conscience de ça, ils vont se laisser aller et ils vont disparaître. Du coup, l'impact sur la société va être beaucoup réduit et même eux, ils vont se faire du mal aussi parce qu'ils vont s'isoler, ils vont perdre leur identité. Enfin, il va y avoir des problèmes psychologiques qui vont arriver aussi. Donc, c'est quelque chose de compliqué. Et après, je dirais que c'est vraiment aussi de repenser, comme tout à l'heure, tu parlais de ce qui se passait aux États-Unis. Et en France, c'est comment ils vont repenser le travail
collaboratif dans un autre mode de fonctionnement avec le mode hybride, mais également peut-être renforcer aussi des activités qui n'avaient peut-être pas de sens. Comme je connais une collègue qui, à cause de l'isolement, a eu l'idée de faire comment on appelle ça, des sorties de marche. Donc, des marcheurs, voilà, à la pause du midi. Et ça se fait de plus en plus parce qu'ils savent qu'ils ne bougent pas beaucoup Super, quand ils étaient voilà, c'est à la bien. maison. Et donc, le fait qu'ils viennent sur site, donc plusieurs services, il y a des personnes qui se proposent qu'après la pause déjeuner, une marche de 30 minutes. Et toutes les personnes sont les bienvenues. Et voilà. Et également, là où elle habite, elle a dit qu'elle a fait ça aussi en mettant en place ce mode de fonctionnement pour pouvoir justement faire cette cassure entre les pauses et le travail. Parce que c'est vrai que quand on est en télétravail, des fois, la pause déjeuner, on le fait devant l'ordinateur. Enfin, il n'y a pas de vraiment de coupure. Exactement. Et elle s'est imposée aussi de pouvoir faire aussi des sorties comme ça Ben, avec c'est des exactement, voisines, des voisins à des moments T. Et c'est exactement. de Mettre en place nouvelles des activités. routines, des Voilà. processus qui font qu'on trouve des échanges, des moyens d'être présents aux autres autrement. C'est Voilà. parfait. Merci beaucoup pour cet exemple. C'est super. Bonne pratique. Et Ouais. donc, dans mon bureau, on commence à faire ça. Et du coup, c'est vrai que ça nous permet déjà de parler en dehors du travail, de pouvoir aussi communiquer de Amen, tout, c'est de rien. super. Mhm. Et, et vraiment, je pense que ça, c'est une bonne chose. Après, je pense qu'aussi pour les entreprises, c'est repenser d'autres activités extra-professionnelles. Par exemple, on a l'habitude de faire, enfin, quand on était à l'époque tous sur site, il y avait des salles de sport, il y avait des activités qui étaient possibles de faire juste en bas du bureau parce que c'était juste à côté. Et maintenant qu'on est à distance, là, pour éviter l'isolement, ça peut être par exemple, je dis n'importe quoi, mais par exemple des ateliers de cuisine, de couture, des choses qui peut-être ne pouvaient pas se faire dans les bureaux, mais là, en mode virtuel, faire des activités avec des autres collègues, d'autres services, d'autres bureaux, d'autres directions, d'autres départements, et avec des points en Amen, physique, c'est une en très bonne revenant idée. en venant sur site en disant, ben voilà, j'ai pu broder ça, ce qu'on a fait 1 heure par semaine, ben voilà, au bout d'un mois, on a pu faire ça, et puis ils se retrouvent une fois par mois au bureau, je dis n'importe quoi, Mhm. à la cafétéria, pour échanger sur ce qu'ils ont pu créer pendant un mois par des sessions en virtuel. C'est des choses, en fait, je me dis, de repenser les activités Parfait. qui extra-professionnel, on pouvait le faire sur site maintenant, voilà, entre l'hybride et enfin, voilà, tout ça. Eh ben, écoute, c'est une très très bonne idée, hein. C'est génial. Ouais. Mm. Bon, ben, c'est exactement ça. Et, ben, ouais, c'est exactement ça. Bien. Je vous propose que, euh, donc, j'avais mis un certain nombre de versets bibliques là, parce que des versets qui disaient surtout, ne nous lassons pas de faire le bien. Et tous les versets en dessous là, 1 Thessaloniciens 3:1, Hébreux 12:2, Galates 6:9, c'est ne vous lassez pas. Et veiller à mon propre comportement, c'est la notion de liberté. C'est pas parce que je suis libre que je dois faire de ma liberté n'importe quoi. Mais au contraire, je dois témoigner et être plus en plus à l'image de Dieu par le Saint-Esprit. Et ça, c'est complètement vrai. Et puis bien communiquer avec ses collègues, là, c'est toutes sortes de choses très pratiques sur, vous allez pouvoir voir ce texte de Romains 13, 1, 10, c'est des choses très pratiques sur la relation aux autres. Le, le, le souci qu'on a des autres, le fait de s'aimer les uns les autres dans le concret. Donc ça, c'est bien. Et les idées que tu viens de partager, Nathalie, sont complètement dans cette logique. Bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie de votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour une autre fois. Seigneur, il y a quelque chose que Anne-Marie a dit qui est vraiment très important. Tout ce qu'elle a dit est important, mais par rapport à tes enfants qui, dans le cadre du télétravail, s'ils ne réagissent pas maintenant,
eh bien, ils vont vraiment se disparaître par rapport, voilà, dans le monde du travail, parce que ce côté, Seigneur, virtuel, digital aura achevé, Seigneur, cet isolement. Père, c'est pas ce que tu nous demandes. Et Seigneur, tu nous as créés pour communiquer. L'être humain, et tu nous as créés à ton image. Toi, tu communiques. Tu es dans le relationnel. Et Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, tomber, Seigneur, dans comment dirais-je, je ne dirais pas ce piège, mais nous ne devons pas ignorer cela. Nous connaissons ta parole, Seigneur. Et tu as dit, Seigneur, que ta parole ne change pas. Le temps passera. Les méthodes vont passer. Les époques vont passer. Mais ta parole reste. Et ta parole, c'est le code de la vie pour l'humanité. Alors, Seigneur, par rapport au télétravail, tout ce que nous avons entendu, que nous puissions, ce que nous avons entendu ce soir, que nous puissions, Père, revoir cela au regard de ta parole, afin que nous puissions sincèrement, concrètement, être, Seigneur, lumière du monde, sel de la terre. Si nous sommes le sel, ça donne le goût. Nous le voyons déjà dans nos repas, quand nous alimentons, lorsqu'il n'y a pas de sel, eh bien, nous en rajoutons parce que ça n'a pas de goût. Et nous sommes là pour donner du goût dans le monde du travail. Nous sommes là pour donner du goût, Seigneur, à nos collègues. Nous sommes là pour donner du goût dans notre façon d'être, dans notre façon de parler. Alors, Seigneur, et pour le télétravail, Seigneur, vraiment comme Nathalie a expliqué tout à l'heure, qu'il y ait beaucoup d'activités. Je dis beaucoup, mais des activités extra-professionnelles efficaces que tes enfants puissent mettre en place pour pouvoir, Seigneur, garder ce côté, Seigneur, relationnel que tu as déposé dans l'être humain. Amen. Merci pour cette soirée. Merci pour ce temps. Merci pour ce que nous avons entendu de toi ce soir à travers Anne-Marie puisse descendre dans nos cœurs. Saint-Esprit, nous t'invitons à travailler dans nos cœurs tout le dépôt que tu as déposé ce soir. Que nous soyons sensibles à toi, sensibles à ce que tu dis personnellement à chacun de nous, par rapport à ce que nous avons entendu ce soir. Merci, dans le nom de Jésus.